Quérol est avec nous. Merci Roland d'être avec nous. Et puis, .fr aussi, oui. .fr, Roland Quérol, bien sûr. Et DenisJambard.com. Merci à vous quatre. D'abord, ce soir, on l'entendait, c'est important de vous entendre tous les quatre pour clore cette soirée électorale. Le Front National a perdu ce soir parce qu'au premier tour, on nous indiquait que le Front National avait gagné et finalement que c'était un peu la victoire du FN. Ce soir, on a le sentiment que le FN aurait perdu. Carole Bergeon. En tout cas, il n'a pas gagné les deux départements dont on pensait qu'il pouvait les gagner, c'est-à-dire l'Aisne et le Vaucluse. C'est sans doute parce que, et du côté de la gauche et du côté de l'UMP, on s'est beaucoup préoccupé de ces deux départements et de très près. L'UMP a retiré deux candidats dans deux cantons dans l'Aisne et un autre à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse, de manière à ce que ce soit le mieux placé des candidats des partis républicains qui puissent l'emporter. Donc c'est peut-être pas la seule raison, mais c'en est une. Dominique de Montvalon, au lendemain du premier tour, on a beaucoup parlé d'une recomposition du paysage politique avec un tripartisme qui s'installe en France. Est-ce que ça, c'est toujours valable ce soir ? Bah, ça peut pas avoir, si c'était vrai il y a 8 jours, ça peut pas avoir s'être évanoui 8 jours plus tard. Donc il y a une non, mais je dis ça sans plaisanterie. Il y a une problématique nouvelle. Nous verrons si elle dure, mais si elle dure à la faveur des scrutins qui se profilent. Ce qu'il y a simplement, c'est que ce soir, sans que ça permette d'anticiper sur les scrutins à venir, il y a incontestablement une très bonne résistance à la pression du FN, de l'UMP et de ses alliés de l'UDI. Et il y a toute proportion gardée, si on rapporte ça à l'état de division de la gauche, qui est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Historique, il y a historique cette division. Historique, si vous voulez. Non, mais Marine Le Pen disait que c'était pas grave. En tout cas, qui fera date. Hein. Je voulais dire qu'il y a aussi, dans toute proportion gardée quand même, parce que c'est un échec de la gauche aujourd'hui, il y a une bonne résistance de la gauche au Front National. Autrement dit, pour faire bref, les deux grands partis républicains sur lesquels, à partir desquels fonctionne la République depuis toujours, ont su résister à une pression qui était présentée par certains sur un mode un peu effrayé il n'y a pas si longtemps comme une espèce de pression irrésistible. Oui, Carole Bergeon, allez-y. Il y a aussi quand même le mode de scrutin. Mais qui ne permet pas au Front National d'émerger. Oui, manifestement, le scrutin majoritaire n'aide pas. On n'aura pas de discours en décembre. Si c'était la proportionnelle, là, c'est autre chose. On écoute Mario Maréchal Le Pen et je donne la parole juste après. Écoutez-la. Une joie non dissimulée. Écoutez-la. Et on débat juste après. On a perdu parfois à quelques petites centaines de voix. On part d'un élu à 6, dont 2 de la Ligue du Sud qui sont quand même élus grâce à notre désistement. Donc je peux pas me lamenter parce que l'air de rien, on avance doucement mais on avance. Quel regard vous posez sur cette majorité, peut-être PS, UMP, qui est en train de se dessiner ? Un regard très critique et puis surtout je trouve que ce serait, parce que ça n'est pas encore fait, mais ce serait d'une déloyauté absolument incroyable à l'égard de leurs propres électeurs d'ailleurs. Mais finalement ce serait peut-être une clarification puisqu'on a déjà eu des alliances contre nature à l'entre-deux tours, on en aurait la démonstration dans la gestion du département. Je n'exclus pas du tout qu'au vu du score qui s'est dégagé, que nous fassions une candidature à la présidence. Ainsi nous verrions, peut-être cela clarifierait d'ailleurs les choses, cela peut-être forcerait-il certains élus de droite en effet à se positionner clairement. Je l'ai dit tout au long de la campagne qu'il n'y avait pas de fatalité. La fatalité du Front National dans le Vaucluse, ce n'était pas une fatalité et qu'on pouvait l'éviter. Ça me fait plaisir que les électeurs, dans leur ensemble, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais qu'ils soient républicains, nous ont entendus. Voilà pour la déclaration de Claude Haut, le président du Conseil général du Vaucluse. On va tout de suite retrouver sur place Jean-Baptiste Daoulas pour un dernier point sur les informations concernant ce département. Alors voilà, on a vraiment rarement vu un département aussi éclaté. Regardez un peu les chiffres. 6 cantons à gauche, 6 cantons pour la droite républicaine, 3 cantons pour le FN et 2 pour la Ligue du Sud. Alors le département a l'air totalement ingouvernable dans ces conditions. Une des hypothèses qui paraissait les plus probables, c'était celle d'une alliance entre le PS et l'UMP. C'est en tout cas ce que souhaite le président du Conseil général sortant, Claude Haut.
mais du côté de l'UMP, ce n'est pas forcément aussi évident de procéder à une alliance. Et comme vous l'avez entendu également avec Marion Maréchal-Le Pen, le FN et également la Ligue du Sud n'ont pas perdu l'espoir de peser sur le choix du président du conseil départemental. Alors ce qui est sûr, c'est qu'à la première séance de ce conseil départemental, le président de l'exécutif doit être élu. Au bout de 2 tours, s'il n'y a pas de majorité absolue, le choix se fait à la majorité relative. Et dans ces conditions, vous voyez bien que c'est compliqué dans la mesure où il y a 6 cantons à gauche et 6 cantons pour la droite républicaine. Et dans ces conditions, ce pourrait être l'élu le plus âgé, un élu UMP, qui par défaut deviendrait le président du futur conseil départemental. Merci Jean-Baptiste pour cette explication, c'est intéressant. Alors ça serait le plus vieil élu parce qu'on voit bien que là il y a un accord 10-10-10 et que c'est compliqué sur l'arithmétique, mais si j'ai bien compris Roland, ça marche jusqu'au budget. S'il n'y a pas d'accord, ça va être compliqué parce qu'il faut trouver une majorité pour voter le premier budget. Oui, je pense que dans le Vaucluse, l'UMP et le Parti socialiste feront tout pour arriver à ce que ça fonctionne. Leur adversaire principal dans ce département, à tous les deux, c'est clairement le Front National. Donc à mon avis, c'est pas dans ce genre de département qu'il peut y avoir dans les votes à bulletin secret, des gens qui vont discrètement voter en face. Donc je pense qu'on aura une discipline et qu'ils vont probablement trouver un moyen. Si c'est le plus âgé, ça sera le plus âgé, parce que c'est ce que prévoit la loi quand il n'y a pas d'accord. Je remarque que Marion Maréchal-Le Pen a changé un tout petit peu de discours pendant la soirée, parce qu'elle a commencé par dire sa déception, et puis finalement elle se dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer sur le 3e tour. Ça ne l'empêche pas le Front National d'avoir déposé un recours contre la Ligue du Sud dans un des 2 cantons qu'ils ont gagné. C'est dire que quand même, à l'extrême droite aussi, c'est un peu chaud là-bas. Mais voilà, on retrouve quand même, et Carole termine là-dessus, moi j'ai beaucoup insisté pendant toute cette soirée, l'importance du mode de scrutin. Le scrutin majoritaire à 2 tours est le meilleur barrage contre le Front National. Et à mon avis, il y a quand même une tactique qui est en train de finir, c'est celle du nini. Elle n'existe pas depuis très longtemps, elle a favorisé de façon extraordinaire la montée du Front National. Maintenant, je crois que les grands partis républicains, c'est le désistement républicain. C'est pas question de faire un front républicain, mais des désistements républicains, ça a toujours marché. Et évidemment, ça marche encore, même quand on se dit aux gens nini. Denis Jean-Bart, sur les enseignements de ce second tour. Peut-être rappeler d'ailleurs que Nicolas Sarkozy avait été mis en minorité, il n'était pas pour le nini. Tout à fait. À l'intérieur de son bureau politique, on l'a suffisamment commenté. Voilà, c'était pas la position qu'il a adoptée. Alors après, il l'a assumé complètement. Sauf que là, dans la dernière partie de la campagne, dans le dernier meeting, il n'a plus utilisé du tout le nini. Parce que je pense qu'il a tiré les leçons du premier tour. Et il a vu en effet que il pouvait utiliser l'UMP comme rempart face au Front National, ce qui est un changement stratégique quand même assez important à l'issue de ces départementales. Carole Barjon. Mais on verra quand même par rapport au tripartisme les élections régionales. Il y a un débat. C'est vrai qu'on l'a oublié ce soir, mais c'est pas le second tour ne décrit pas le rapport de force national dans les urnes. C'est le premier tour qui nous le dit. Donc on verra en effet dans ces élections régionales. Il sera présent, bien présent, le FN. Mais bien sûr, et on va parler, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que nous on fasse ça sans arrêt, soyons cohérents dans nos... Il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que ce soir, François Hollande, Manuel Valls ne dit pas ouf, ça y est, le 2e tour est passé, on va pouvoir continuer nos réformes, les cantonales départementales sont derrière, on nous annonçait un drame, c'est pas si terrible, et on va continuer les réformes coûte que coûte, pied au plancher. Est-ce qu'il n'y a pas ça? C'est pas si terrible. Non mais c'est pas aussi terrible que ce qui était annoncé, on parlait de 23, ils sont 35, c'est pas un bon score. Est-ce que ce soir ils veulent continuer coûte que coûte les réformes, oui, mais alors, sans s'arrêter? Mais oui, mais lesquelles? Parce que c'est ça le problème, si vous voulez, c'est que moi je vois par exemple la une de l'Humanité demain matin, c'est il faut changer de cap. Bon, très bien. Oui. Et de l'autre côté, vous avez la droite qui se dit, bon, maintenant, vraiment, le président de la République doit comprendre qu'il faut changer de cap. Oui. Alors, c'est parfait. Tout le monde veut changer de cap, mais pas du tout dans la même direction. C'est ça. Donc, probablement, François Hollande, effectivement, n'a-t-il pas d'autre choix que de continuer à mener la politique voilà, qu'il a menée jusqu'à présent. On a cru comprendre, d'ailleurs, en entendant Manuel Valls ce soir, que ça continuait tout pareil, la généralisation du tiers payant, la loi santé, etc., etc. Bon, maintenant... Jusqu'à quoi? Jusqu'au bug? Jusqu'aux tensions? Les frondeurs reviennent demain
à l'assaut. Dominique de Montballon, c'est Ouais. quoi le changement le de jour cap, d'après? Il y a ce troisième tour, il y a les présidents et après. Il y a des problèmes qui relèvent aujourd'hui, maintenant c'est dans le langage commun, les éléments de langage. Alors avant le premier tour, et en tout cas avant le second, il y avait l'annonce quasiment authentifiée par l'Élysée ou par les proches de l'Élysée et de Matignon d'une véritable débâcle. Le mot était prononcé. C'est pas une débâcle. D'expliquer qu'on n'a pas subi une débâcle. Bon, c'est pas une débâcle, c'est un désastre. Bon, voilà, à peu près, pour moi je vous résume à peu près la situation. Alors, à partir de là, et en même temps, comme le disait Denis, le rapport de force fondamental dans le pays n'est pas traduit exactement par ce qui sort des urnes au second tour des départementales. Il existe une gauche dans le pays, pardon de le dire comme ça, mais une gauche relativement puissante, plus puissante qu'il n'y paraît ce soir. Simplement, il y a un problème, elle est complètement éclatée, elle est balkanisée. Et c'est pas une interrogation uniquement sur les questions de personnes, etc. C'est une espèce d'interrogation identitaire sur ce qu'il faut faire. Alors, il y a des gens qui ne veulent plus de Manuel Valls, mais au-delà de ça. Et donc, il y a une vraie interrogation. L'homme clé ce soir, l'homme clé, c'est pas Sarkozy qui a gagné, mais c'est pour plus tard, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais l'homme clé, c'est François Hollande. Qu'est-ce qu'il va faire d'une situation pareille, compte tenu du fait que Manuel Valls voudrait qu'il s'en tienne aux déclarations qu'il a faites On va y revenir dans un à instant, quelques confrères de Challenge en disant ni changement de ligne, ni changement de Premier ministre. C'est pas si sûr. On va revenir sur ce programme d'après départemental, mais on va tout de suite retrouver Paul Bouffard pour un dernier point en direct du département du Nord. C'est à vous, Paul. Et oui, le Nord qui bascule ce soir à droite, un des départements qui passe à droite. Donc ici, l'union UMP-UDI réalise un gros score, 26 cantons gagnés sur 41. La droite est partie unie ici dans ce département, unie derrière leur chef de file, le sénateur UMP Jean-René Lecerf. Il sera peut-être dans quelques jours le nouveau président du conseil départemental. C'est aussi une défaite cinglante pour la gauche. Cela faisait 17 ans que le département était entre ses mains. Une gauche divisée ici, au final, 10 cantons reviennent aux socialistes, 5 aux communistes. Alors pourquoi le Nord est-il tombé? Didier Magnier, le président socialiste sortant, donne 3 raisons à cet échec. Un scrutin surnationalisé, une gauche désunie et un vote sanction contre le gouvernement. Pour finir, le département du Nord est le seul département de la région Nord-Pas-de-Calais à ne pas voir d'élu Front National arriver dans son conseil départemental. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces précisions. Denis Jeanbart, on poursuit ce débat autour de ce cap. L'exécutif maintient son cap, c'est ce qu'on nous dit, mais lequel? C'est ce que Manuel Valls, c'est le cap qui a été pris le 14 janvier 2014, quand le chef de l'État a fixé une ligne politique économique pour le gouvernement, qui s'est traduite d'ailleurs par la nomination de Manuel Valls, qui l'incarne. Le pacte de responsabilité. Et donc, le pacte de responsabilité, loi Macron, etc. etc. Donc, visiblement, c'est ce cap qui est maintenu. Le problème, c'est comment le tenir si la tempête continue à l'intérieur de cette gauche divisée, fractionnée que décrivait Dominique, enfin qu'on décrit tous. Et surtout, ça va quand même, à mon avis, durer encore de longues semaines, c'est-à-dire jusqu'au congrès du Parti socialiste au début du mois de juin. Et on a vu d'ailleurs un communiqué assez stupéfiant des frondeurs dès les premières minutes qui ont suivi les résultats. On les a commentés. Ils ont repris leur position. On pouvait d'ailleurs... Stupéfiant d'agressivité. D'agressivité et d'agressivité, oui. Et agressivité confirmée après par la déclaration de Martine Aubry. Donc quand même, les couteaux sont sur la table. Mais c'est que de la stratégie, Denis Jeanbart, où il y a vraiment une volonté. Non, mais en réalité, il y a maintenant une bataille engagée pour le contrôle du Parti socialiste. Ces gens vont s'affronter sur leur ligne. Et je ne vois pas très bien comment le chef de l'État va gérer cette période-là. Il va essayer, bien sûr. Alors, on se souvient tous de son talent pour organiser des compromis à l'intérieur du Parti socialiste. Mais enfin, il est chef de l'État, il est plus premier secrétaire. Il faut qu'il gère le pays aussi. Il y a une cassure ou pas? Est-ce qu'il y a une cassure ou est-ce que c'est un jeu de congrès, un jeu d'appareil? Si on est juste à vouloir prendre le contrôle du Parti socialiste, c'est vraiment inquiétant pour la gauche, parce que elle vient de perdre ses élections. Alors on a beaucoup dit d'ailleurs qu'elle les avait perdues parce qu'elle était divisée. Et je crois que c'était Dominique Régnier qui disait l'autre jour, non, elle échoue, elle est divisée parce qu'elle a échoué au pouvoir. Donc
c'est une autre manière de voir les choses, mais ce qui veut dire que la politique qui devrait être menée, c'est peut-être autre chose que de savoir qui va prendre le contrôle du Parti socialiste. Et bien justement, le PS, on y part tout de suite, Ruud Solferino, avec Michael Zamès pour un dernier point, évidemment, à la fois les résultats, Michael. Hein. On va partir d'un constat simple, c'est d'abord les chiffres. La gauche reste majoritaire dans 32 départements. Le PS est majoritaire à lui tout seul dans 27 départements. Reste un constat qui est bel et bien là. C'est une défaite après les élections municipales, après les élections européennes. Voici venu le temps de la défaite des départementales. Alors un constat simple aussi sur le point de vue politique. Manuel Valls reste ferme sur ses positions. Il n'y aura pas de changement de ligne politique. Les frondeurs, eux aussi, font entendre leur voix. Dès ce soir, ils ont lancé un nouvel appel au rassemblement. Ils feront entendre leur voix aussi dès mardi et peut-être un petit peu plus fort lors d'un bureau politique ici au Parti socialiste. Quant au premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, il joue l'ouverture et il lance un appel au rassemblement de la gauche. L'unité du Parti socialiste est indispensable à l'unité de la gauche et des écologistes. Le Parti socialiste va accentuer la lutte contre l'extrême droite, la droite pour l'avènement d'une France nouvelle. Cet appel au rassemblement de la gauche, il commence dès demain à 15 h avec Emmanuel Coste, la patronne des Verts, qui va venir ici rue de Solferino. Mardi, ce sera au tour du Parti communiste avec Pierre Laurent, qui est attendu en vue peut-être d'une union lors des prochaines échéances, et on pense notamment aux élections régionales. Voilà, nos 4 invités sont avec nous en direct. Le débat s'est poursuivi, Carole Barjon. On redessine la gauche, elle se redessine ou elle est que dans des cuisines d'appareils avec un congrès du PS en ligne de mire où on voit que chacun se compte. Les Français attendent autre chose de la politique, non ? Écoutez, les Français, ils ont d'abord dit à la gauche que ça n'allait pas. Le basculement d'aujourd'hui est un basculement important. C'est pas seulement, encore une fois, qu'on a la carte inversée par rapport à 2011, c'est que d'un seul coup, on a ça, alors que la gauche avait mis 15 ans d'élections cantonales successives pour arriver à contrôler 61 départements. C'est soudain, hein. Et en un coup de pichenette, on passe à 65 de l'autre côté. Voilà, il faut quand même rappeler l'ampleur de ça. Alors cela dit, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'à sa façon, Hollande ne se réjouit pas de certains éléments? Et je le crois. Et je crois qu'il y en a. Le premier, c'est que la gauche, ce qu'on appelait jadis la gauche non communiste, les socialistes, les radicaux, les divers gauches, font 28,7% au premier tour. Front National fait 25,2, la droite modérée 36,2. Ça veut dire que le match pour le tiercé d'arrivée, premier, deuxième surtout, à la premier tour de la présidentielle, est remise sur la table. Tous les journalistes, tous les politologues faisaient comme s'il était sûr que Marine Le Pen serait l'une des deux. Oui. Ça, c'est balayé, on ne le dit plus. Ça, c'est quand même quelque chose dont il peut se réjouir. La deuxième chose, c'est que il n'y peut pas changer de politique, puisqu'il n'y a pas d'autre politique proposée. Et d'ailleurs, les frondeurs, Martine Aubry, etc., ils râlent, ils disent qu'il faut une politique plus machin, mais j'ai pas vu l'esquisse d'un programme. Martine Aubry sera avec ses amis dès demain soir à l'Assemblée nationale pour faire le point. Ils vont pas arrêter de faire le point. Le Congrès, il est déjà verrouillé. Je peux vous dire que Hollande et Valls gagnent le Congrès sans aucun problème. 80% des parlementaires et 80% des secrétaires fédéraux départementaux du PS ont pris position. Essayez de prendre le PS avec ça. Et Martine Aubry ne sort pas renforcée de ces élections. Pourquoi laisser entendre qu'on ne va pas faire le remaniement tout de suite? C'est pour eux. On peut déposer des contributions au Congrès socialiste jusqu'au 11 avril. Vous ne croyez pas quand même qu'on va les prendre au gouvernement avant qu'on ait vu à quoi il joue? Il a des moyens de pression extrêmement forts. Il n'a besoin ni de changer de politique, ni de changer d'équipe. Si, il est forcé de prendre les écolos à un moment, ça va de soi. Une partie des écolos. Mais ces arguments pour embêter les socialistes qui l'embêtent sont quand même nombreux. Denis Jeanbart, vous partagez cette analyse finalement que François Hollande se réjouit peut-être de ces résultats? Je ne sais pas s'il se réjouit, je pense qu'il aurait préféré une victoire. Peut-être qu'il y voit quelques motifs de satisfaction. Il y a toujours du jeu, et je partage en effet le point de vue qu'il aura sa majorité, mais il va être obligé de gérer ce tapage-là, et qui a commencé dès ce soir, on l'a entendu. Et c'est ça qui lui complique la vie, et qui, à mon avis, est difficilement audible de la part des électeurs.
Dominique et de Laurent, son un petit électorat. mot, je voudrais qu'on parle de Nicolas Sarkozy aussi avant Oui, de aussi. se quitter, parce que c'est Juste important. un mot, je partage l'analyse de Roland Quérol, mais je voudrais y ajouter, alors sans avoir forcément son assentiment, mais je voudrais y ajouter quelque chose, c'est qu'il faut dans l'analyse, me semble-t-il, y ajouter quand même des électeurs. Je ne dis pas que Roland les oubliait, mais des électeurs en dehors du Parti socialiste. Non, mais ces électeurs, une fraction de l'électorat populaire affilé, découragé au Front National, pas dans les mêmes proportions que des électeurs de droite décontenancés, mais on sait qu'il y en a une fraction. Beaucoup d'autres ont choisi l'abstention, et quelques-uns qui, par devoir, notamment face à la campagne de Manuel Valls, disant attention, il y a un danger FN, ils ont allez, bon, on va y aller, on va aller voter quand même, on va les mettre. Ils sont allés à reculons. Autrement dit, il y a l'analyse qui concerne les cadres du PS et le congrès du Parti socialiste et les marges de manœuvre de François Hollande. Et je crois que je partage tout à fait l'avis qui reste au président, que c'est peut-être verrouillé, en tout cas qu'il y a des arguments aux mains du président. Mais il y a aussi ce désarroi de ce qu'il est convenu traditionnellement d'appeler une bonne partie du peuple de gauche. Et ça, attention, il y avait les européennes, il y avait les municipales, il y a les départementales. Maintenant, à la fin de l'année, il y a les régionales. On annonce aussi à un moment, on va dire, mais qu'est-ce qui reste de la grande maison, de ce qu'autrefois on appelait la vieille maison, qui est aujourd'hui pas une vieille maison, mais enfin de la maison PS. Qu'est-ce qu'il en reste? Justement, là, qu'est-ce qui reste de François Bayrou? On va l'écouter, justement, il s'est exprimé. Regardez, écoutez. Il n'est pas au PS, encore. Certains l'en suspectent. Écoutez François Bayrou, sa réaction. Je pense, comme Alain Juppé l'a dit, que ce qui a assuré la victoire, c'est un rassemblement large qui va de l'UMP aux formations du centre et au MoDem en particulier, et à des tas de candidats qui n'ont pas d'affiliation partisane, qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas adhérents à un parti politique. Je sais bien qu'on a voulu faire de cette élection une question de sondage national politicien. Il y a une vérité qui s'est affirmée. Cette vérité, c'est que la majorité en place a subi une sanction. Voilà pour cette déclaration du président du MoDem. On va la commenter dans un instant, mais tout de suite, on va retrouver Jérôme Rabier en direct des Bouches-du-Rhône. Jérôme, c'est à vous. Oui, ici dans les Bouches-du-Rhône, c'est une immense victoire pour la droite, pour l'UMP et pour l'UDI, puisque non seulement ils gagnent dans ce département, mais ils obtiennent la majorité absolue. 32 sièges, 16 cantons sur les 29 cantons du département. Il n'y aura pas de tractation. Martine Vassal s'assiera jeudi à la place de Jean-Noël Guérini sur le siège de président de conseil départemental. Jean-Noël Guérini, nous étions avec lui il y a quelques instants. Évidemment, il l'accuse de coup, mais pour lui, pas question de raccrocher. Il a annoncé le combat continue puisqu'il sera candidat pour les élections régionales. Ici à l'UMP, le local commence à se vider, même s'il y avait encore, il y a quelques instants, beaucoup d'ambiance pour fêter une immense victoire puisque, je vous le rappelle, le département n'avait pas été gouverné par la droite depuis la libération en 1945. Merci beaucoup, merci. Un dernier mot, il nous reste très peu de temps. On a peu parlé de Nicolas Sarkozy. L'âge de guerre était enterré à l'UMP. C'est quoi? C'est de courte durée où toute la droite s'est rassemblée et Nicolas Sarkozy. Personnel ou collectif? Il a eu l'habileté de ne pas évoquer sa propre personne en saluant la victoire collective et la victoire des militants et des élus. Ça ne trompe personne? Oui, c'est quand même une victoire personnelle pour lui. Ça ne trompe pas ses rivaux, ça ne trompe pas non plus ses supporters, et puis on verra la suite, chaque chose en son temps. Oui, moi, je crois qu'il a... Une bonne séquence pour Nicolas Sarkozy. Oui, il est le vainqueur de cette élection. Comme Jean-François Copé avait essuyé des municipales l'année dernière, dans les mêmes proportions, ce qui montre que c'est vraiment un raz-de-marée politique de contestation du pouvoir qui est majoritaire dans le pays. Mais il tire les fruits, évidemment, dans l'immédiat de cette victoire-loi. Là, qui a quand même une originalité formidable, c'est d'avoir réussi une totale unité de candidature entre l'UMP et l'UDI. L'UDI qui, quand même, est celle qui va progresser le plus, probablement, en termes de conseillers départementaux, avec les divers droites et le MoDem. Et en même temps qu'il faisait cette unité complète, et qu'il l'a rappelé très fort ce soir, eh ben, il a fait une campagne incroyablement droitière, sur laquelle personne n'a osé le reprendre. Sur le Nini, oui, et il le laissera tomber, mais pas sur le fond de la campagne. Donc il va faire la course en tête
jusqu'aux primaires. Et après, le scénario peut changer. Carole Barjon. Oui, moi je crois qu'il a gagné ses galons de chef de l'opposition. D'abord parce que ça n'est plus Marine Le Pen qui peut dire je suis la véritable opposition. Non, c'est Nicolas Sarkozy ce soir qui est à la tête de l'UMP qui vient de gagner. Après effectivement une campagne paradoxale, populaire et paradoxale. C'est-à-dire... et pas repris sur le fond. Alliance avec le centre et en même temps clin d'œil au Front National dans le discours. Il a su effectivement s'adresser à la fois au centrisme et à l'aile de droite. Je pense que ces rivaux ont eu le tort de le laisser prendre le contrôle du parti, c'est toujours utile. Il en tire un profit, tire un profit hier soir et sa déclaration d'ailleurs tracé son chemin puisqu'il nous a annoncé les régionales et un programme et une alternance, c'est-à-dire que l'étape des régionales, il passe naturellement la gagner et il est déjà dans la primaire avec un programme sur lequel il va essayer de, passez-moi l'expression, griller tout le monde. Tout comme en étant, parce que c'est vrai qu'il a ce discours droitier, mais l'unité c'était la ligne Juppé, c'est-à-dire qu'il a capté le discours de Juppé, il en a fait son affaire. Donc il est quand même le vainqueur de cette soirée. Merci Denis, merci Carole Barjon, merci Roland Carole, merci Dominique de Moellon. Merci les filles d'avoir partagé cette soirée avec merci moi. Arnaud. Merci à toutes les équipes techniques, on ne les avait pas remerciées la semaine dernière. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nous pour préparer ces émissions. Merci Arnaud. Et puis avant de finir cette édition, tout ce qu'il faut retenir des résultats, grande déclaration de cette soirée, c'est le best-of préparé par Pierre Bond-Joseph. Des cris de joie et du champagne dans des gobelets en plastique. Les militants UMP des Bouches-du-Rhône attendaient leur victoire depuis près de 70 ans. Au soir du second tour des élections, le département dirigé par Jean-Noël Guérini passe à droite. Le Guérini qui est là depuis X temps, je ne sais plus combien d'années, mais enfin, il fallait le faire. On l'a fait, c'est extraordinaire. On a eu la mairie l'année dernière, là on a le département, il nous manque les régionales, mais nous allons les avoir aussi, nous allons avoir la région. L'UMP et ses alliés sont les grands vainqueurs de ces élections départementales. Difficile d'établir un podium de la victoire la plus symbolique, tant elles sont nombreuses. La Corrèze du président de la République, l'Essonne, cher à Manuel Valls, ou encore le fief nordiste. En un seul scrutin, la droite a repeint la carte de France en bleu. Jamais, sous la Ve République, notre famille politique n'avait gagné autant de départements. Mes chers compatriotes, l'espoir renaît pour la France. J'ai conscience que la route sera longue, difficile, mais ma conviction est solidement ancrée, et je le redis ce soir, l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. Je vous remercie. Grande satisfaction, probablement une trentaine de départements gagnés, et surtout on voit un tassement des voix du Front National, une nette baisse des voix à gauche. Voilà, au-delà de conquérir des départements, il y a un rééquilibrage électoral extrêmement fort. Au total, l'UMP gagnerait une vingtaine de départements. L'UMP qui rit, le Front National qui sourit. Plus tôt dans la matinée, Marine Le Pen qui votait à Hénin-Beaumont s'était bien gardée d'annoncer la conquête possible d'un département. Avoir des élus, augmenter considérablement le nombre de nos élus, nous en avons un. Ni le Vaucluse, ni l'Aisne, ni le Gard, finalement, le Front National fait chou blanc. Un revers qui n'en est pas un pour le parti d'extrême droite qui s'installe durablement dans le paysage politique. Après 2 députés et 2 sénateurs, il peut désormais compter sur une centaine d'élus départementaux. Ces élections départementales sont une étape cruciale pour le mouvement patriote sur le chemin du pouvoir. Nous disposons désormais d'une multitude de relais locaux partout en France qui aideront aux victoires futures et notamment dans le cadre des élections régionales de décembre prochain. Non, parce que ça n'était pas un objectif. Je savais très bien qu'un département, c'était une marche extrêmement haute à passer. Quand on passe d'un conseiller général sur 4000 à un département, enfin, je veux dire, ça aurait été vraiment, là, pour le coup, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Rue de Solferino, la pluie a chassé les quelques militants venus insuffisamment nombreux pour réchauffer l'atmosphère. Avec 30 départements conservés, le PS évite la déroute et dit avoir entendu le message des électeurs. Le Parti socialiste tirera toutes les leçons de ce scrutin. D'ores et déjà, j'appelle les formations de gauche
au dialogue, à la mise à plat des divergences, à la construction d'une alliance de gauche et des écologistes pour les prochaines élections. Le rassemblement est essentiel. Nous y travaillerons sans relâche. D'ores et déjà, nous rencontrerons demain Europe Écologie Les Verts, puis toutes les organisations de gauche qui l'accepteront. Continuité ou coup de barre à gauche, les frondeurs ont leur avis sur la question. Depuis son fief lillois, Martine Aubry, la mine grave, a sonné l'alerte. Je souhaite que le président de la République et le Premier ministre prennent toutes dispositions pour que la croissance et l'emploi soient de retour, pour que le progrès social, le progrès environnemental soient vraiment les marques du quinquennat de François Hollande. Seule consolation pour des socialistes groggy, la Lozère et ses 75 000 habitants passent à gauche. Voilà, merci Arnaud, merci. C'est la fin de cette soirée, 4h15 de direct sur nos antennes. Merci à tous nos invités qui sont venus sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez regardé évidemment. Ouais. Et puis merci à toutes les équipes techniques, je leur dis, mais c'est important parce que sans eux, on n'aurait pas fait cette émission. Voilà, merci, et puis le décryptage continue sur les chaînes parlementaires. Merci Arnaud, bonne soirée et bonne nuit.